Après avoir parlé de BioShock et de Legacy of Kain sur la chaîne, je souhaitais faire une vidéo sur un autre jeu qui m'a fortement marqué, Dark Souls. Pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, ne vous inquiétez pas, la vidéo devrait quand même vous intéresser. J'aime beaucoup les jeux développés par le studio From Software, mais le premier Dark Souls est probablement mon préféré. Dark Souls est un jeu dont le level design a été salué par la critique et par les joueurs. La direction artistique est superbe, mais en réalité, beaucoup des zones que le joueur explore durant son aventure sont inspirées de lieux réels. Laissez-moi vous guider à travers Lordran et ses architectures à la fois étranges et envoûtantes. Durant vos premières heures de jeu, vous passerez un certain temps dans le village des morts-vivants. Il s'agit d'une ville fortifiée, en ruine, et comme son nom l'indique, remplie de morts-vivants plutôt hostiles. On y trouve des bâtiments délabrés, des escaliers sinueux et des ruelles sombres. La zone du jeu est inspirée de Craco, une ville du sud de l'Italie qui a la particularité d'être abandonnée. Notre village de morts-vivants partage de nombreuses ressemblances avec cette ville fantôme. En vérité, Craco n'est pas tout à fait inhabitée puisqu'elle compte encore aujourd'hui près de 700 habitants. Du moins officiellement, car plus personne n'habite le centre historique que vous voyez en photo. Suite à une série d'éboulements dans les années 1960 et 1970, la population a été évacuée et déplacée dans d'autres villes alentours ou dans la frazione de Craco. Une frazione, c'est un hameau qui appartient à la commune, mais qui est généralement un peu excentré. Il est toujours possible de se promener parmi les ruines de Craco. Les bâtiments sont à l'abandon, les rues sont désertes. Le sentiment de désolation et de solitude se fait sentir, un peu comme lors de notre périple dans le village des morts-vivants. Après avoir traversé le village, vous arriverez à la paroisse des morts-vivants. Cette zone est composée de deux églises. L'une est laissée à l'abandon, tandis que l'autre est peuplée de morts-vivants. Le clocher de cette dernière ressemble fortement à celui d'une église bien réelle, située au Mexique. La ville de San Juan Paraguaricutiro a été entièrement détruite en 1943 suite à l'éruption d'un volcan. Les habitants ont dû fuir et ont fondé la Nuevo San Juan Paraguaricutiro 30 km plus loin. Recouverte par la lave et les cendres, il ne reste plus rien de l'ancienne cité, si ce n'est les ruines de son église. Dans Dark Souls, deux gargouilles gardent l'entrée du clocher, une étape indispensable à la progression du joueur. Qui sait quel monstre veille sur l'église de San Juan Paraguaricutiro? Le sanctuaire de Liche-Feu est un lieu sûr pour le joueur. Une zone centrale dans laquelle il peut se reposer et interagir avec certains personnages. Il n'y a pas d'ennemis dans ce niveau. Enfin, presque. Accessible dès le début du jeu, le cimetière du sanctuaire de Liche-Feu est un endroit dangereux. Des squelettes vous attendent et il est fortement conseillé de monter de niveau avant de les affronter. La disposition des tombes est étrange. Dans un cimetière, on s'attend généralement à des rangées de tombes bien ordonnées, mais là, elles semblent avoir été placées un peu n'importe comment. De plus, certaines sépultures sont renversées ou cassées, renforçant l'impression de désolation que l'on peut ressentir dans ce lieu hanté. L'architecture chaotique de ce niveau fait référence à un cimetière existant, le vieux cimetière juif de Prague. En voyant ces photos, on ne peut pas douter des inspirations des développeurs. Le vieux cimetière juif de Prague est l'un des plus grands d'Europe, puisqu'il compte près de 12 000 tombes. Il a servi pendant 3 siècles avant d'être abandonné en 1786 pour des raisons sanitaires. Ce cimetière se situe dans le quartier juif, à Prague. Enterrer autant de morts en plein cœur de la ville n'est pas sans risque, mais les traditions juives interdisent la destruction d'une tombe existante. Le manque de place est donc devenu un véritable problème. Pour y remédier, la communauté juive fut autorisée à agrandir le cimetière, mais cela ne suffisait toujours pas. C'est pour cette raison que les pierres tombales sont très proches les unes des autres, parfois un peu de travers. Rassurez-vous, vous pouvez vous balader dans le vieux cimetière juif de Prague sans crainte de tomber sur des squelettes hostiles et autres morts-vivants. Anor Londo est probablement la zone préférée des joueurs de Dark Souls. En tout cas, c'est la mienne. Anor Londo est la demeure des dieux. La ville baigne dans la lumière d'un soleil couchant éternel.
Lorsqu'il arrive dans le niveau, gentiment déposé par 2 démons, le joueur est tout de suite impressionné par la vue qui s'offre à lui, mais aussi par la magnificence de l'architecture. Cette vision contraste fortement avec le reste du jeu, beaucoup plus sombre et oppressant. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Cela fait bien longtemps que les dieux ne résident plus à Anor Londo. Nul n'échappe à la malédiction des morts vivants. Ce soleil n'est qu'une façade, et si vous parvenez à briser l'illusion, vous découvrirez que la ville est en réalité plongée dans les ténèbres, dans une nuit permanente. Au centre de la ville se dresse une sublime cathédrale. Pour lui donner vie, les développeurs se sont inspirés d'un édifice bien réel, le Dôme de Milan, l'une des plus belles cathédrales d'Italie. Son architecture gothique a servi de référence pour dessiner et conceptualiser le design d'Anor Londo. Les contreforts et les arches, si caractéristiques du dôme, ont été reproduits, parfois à l'identique, dans Dark Souls. Il faut souligner la prouesse des développeurs d'avoir réussi à capturer et à reproduire la majesté de la cathédrale. Les joueurs auront l'occasion de s'aventurer sur les hauteurs du bâtiment, pouvant à loisir en observer tous les détails. L'intérieur est tout aussi soigné. Un escalier à double révolution vous permet de monter ou de descendre aux différents étages. Cocorico, cet élément architectural est directement inspiré du château de Chambord. La spécificité d'un escalier à double révolution, c'est qu'il possède 2 volets de marche, et donc 2 paliers. Autrement dit, 2 personnes peuvent monter ou descendre en même temps, sans se croiser. L'escalier de Chambord aurait été conçu, ou du moins inspiré, par Léonard de Vinci lui-même. D'autres pièces d'Anor Londo peuvent faire penser à l'intérieur du château de Chambord, une merveille architecturale construite au XVIe siècle et dont le commanditaire n'est autre que le roi François Ier. J'ai eu l'occasion de le voir en vrai, et croyez-moi, il vaut le coup d'œil. Mais je prends aussi beaucoup de plaisir à me replonger dans l'univers de Dark Souls, impatient de retrouver ma chère Anor Londo. Sous le sanctuaire de Lich-Feu, les humains ont bâti la nouvelle Londo, en hommage à la cité des dieux, Anor Londo. En progressant, le joueur découvre une ville totalement abandonnée, plongée dans l'obscurité et partiellement submergée par les eaux. On ne fait que traverser les ruines de la nouvelle Londo, hantée par des fantômes hostiles. L'ambiance de cette zone est particulièrement oppressante. Vous n'y trouverez aucun feu de camp, aucun réconfort, seulement les ténèbres, des monstres et des amas de cadavres. Pour créer ces ruines, les développeurs de Dark Souls se sont basés sur l'architecture d'un lieu bien connu, le Mont Saint-Michel. Hidetaka Miyazaki, le réalisateur du jeu, explique que ses équipes n'ont pas cherché à copier chaque détail de cette merveille, mais plutôt à s'en servir comme d'un guide. L'eau joue un rôle essentiel dans le niveau des ruines de la nouvelle Londo. Avant d'ouvrir une vanne et de déverser les eaux, les étages inférieurs de la cité demeurent inaccessibles aux joueurs. Cette mécanique peut faire penser à la marée haute qui offrait une excellente protection aux habitants du Mont Saint-Michel. La caverne de cristal est constituée, comme son nom l'indique, de gigantesques cristaux. Elle est le repère de Sif l'écorché, un dragon albinos corrompu par sa quête d'immortalité. Pour parvenir jusqu'à lui, le joueur devra traverser un environnement déroutant, à la fois fascinant avec de magnifiques papillons, mais aussi très dangereux. Pour atteindre les différents cristaux, il faut emprunter des chemins invisibles, et le moindre faux pas peut être mortel. Les flocons de neige qui tombent pourront aider l'aventurier à se repérer. Là encore, la zone s'inspire d'un lieu réel, mais contrairement à ceux présentés jusqu'à présent, il s'agit ici d'un site naturel, la mine de Naïka au Mexique. Découverte en 1999, cette grotte se situe à plus de 300 mètres sous terre. Baignant dans une eau riche en minéraux pendant des centaines de milliers d'années, ces cristaux de gypse ont atteint une taille monumentale, jusqu'à 11 mètres de long, l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Aujourd'hui, il n'est pas possible de visiter la mine de Naïka, jugée trop dangereuse. Seuls des scientifiques bien équipés peuvent s'y rendre. L'exploration de la mine demande de revêtir une combinaison spécialement adaptée à ces conditions extrêmes. Avec une température de 45 degrés et un taux d'humidité proche de 100%, un homme sous-équipé ne pourrait probablement pas tenir plus de 10 minutes dans la grotte. Même avec leur tenue, les scientifiques doivent remonter à la surface toutes les 50 minutes. La formation des cristaux de gypse aurait commencé il y a environ 600 000 ans, et s'est interrompue il y a 30 ans lorsque les hommes ont commencé à exploiter la mine.
Depuis 2015, certaines chambres ont été fermées et remplies d'eau, afin que la croissance des cristaux de gypse se poursuive. Izalith la perdue est une ancienne cité, aujourd'hui dévorée par le chaos, à moitié engloutie sous la lave. Cette zone du jeu est liée à l'histoire d'Izalith, une puissante sorcière dont elle porte le nom. Son arrogance et sa trop grande ambition la poussa, elle et ses filles, à commettre une terrible erreur. En voulant recréer la première flamme, Izalith donna naissance au chaos et aux démons. Après des siècles et des siècles, il ne reste plus de la ville que sa superbe architecture, noyée dans les flammes et recouverte d'immenses racines, comme si la nature avait repris ses droits. Ces images vous font peut-être penser à un lieu bien réel. Et c'est normal, puisque Izalith la perdue s'inspire d'Angkor Wat, un gigantesque temple situé dans l'ancienne capitale de l'Empire Khmer, au Cambodge. Aujourd'hui en ruine, ce site est devenu le symbole du pays et figure même sur son drapeau national. La ressemblance avec la zone du jeu est frappante. On y retrouve ces célèbres tours de pierre en spirale, mais aussi ces arbres démesurés, aux racines grimpant sur les différents monuments. Pour Hidetaka Miyazaki, l'architecture et le délabrement d'Angkor Wat représentent le chaos, et c'est notamment pour cette raison qu'il a choisi de s'en inspirer pour la cité d'Izalith. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en prenant soin d'activer la petite cloche. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.